Sud Radio. Avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. La vérité en face. Et donc la France et l'Europe doivent être au cœur de cette révolution pour saisir toutes leurs chances. C'est le but de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Alors je compte sur vous. Patrick Roger. La vérité en face sur Sud Radio. Patrick Roger déchire le micro. Matin après matin, on se régale. Les vérités tombent, c'est phénoménal. Ben oui, c'est fait par l'intelligence artificielle aussi, ce morceau. Nous recevons Thierry Coulon, qui est président de l'Institut Polytechnique à Paris, sur le plateau de Saclay, à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Merci d'être avec nous. Pourquoi ? Eh bien parce que, évidemment, il y a ce sommet aujourd'hui et demain au Grand Palais. Vous avez déjà eu, j'allais dire, ceux qui bossent véritablement. Parce que là, c'est ceux qui pensent, là, qui sont réunis. Et vous avez eu... Non, je caricature, mais... On pense un peu aussi, peut-être. Oui, bien sûr. Non, bien sûr que vous pensez. Vous pensez, pour bosser, vous pensez en fait, quoi. On essaye. En permanence. Donc, la semaine dernière, sur le plateau de Saclay. Justement, alors Polytechnique, tiens, ça vaut le coup quand même d'en parler. Qui va à Polytechnique ? Quels sont les profils en fait de Polytechnique et qu'est-ce qu'ils font par la suite ? Alors d'abord, il faut que je vous dise un mot sur l'Institut Polytechnique de Paris. C'est l'école polytechnique, mais c'est aussi l'ENSTA, une autre école sous tutelle défense. C'est l'ENSAE qui forme les statisticiens de la statistique publique, statistique économie. C'est Télécom et Télécom Sud Paris, deux superbes écoles de télécommunications. Et puis les petits derniers qui sont rentrés dans l'Alliance, c'est l'École nationale des ponts et chaussées. Donc ça fait au total 10 000 étudiants. 41% d'internationaux, donc c'est une 41% d'internationaux. C'est une belle machine. Oui, parce que dans les cycles ingénieurs, il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Et puis on a développé les masters et les doctorats. Et là, on attire massivement les belles cervelles de la planète. Voilà, c'est ça. Donc qui viennent pour apprendre quoi ? Alors ils ne travaillent pas tous d'ailleurs sur l'intelligence artificielle. Non, ils ont si vous voulez, l'idée de ces écoles d'ingénieurs, dont certaines sont nées dans la fin du XVIIIe siècle, d'autres au XXe siècle, c'était, et c'est toujours, de fournir une très solide formation de base en maths, en stats et en sciences fondamentales, physique, etc. Il y a quelques années, on pouvait se dire, est-ce que c'est la meilleure manière de former des gens qui demain seront à la tête des entreprises du CAC 40 ou qui demain seront dans la haute administration, etc. Vous saviez, il y avait ce poncif de ils font trop de maths, ils sont un petit peu dans la lune. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, mais aussi le climat, mais aussi mais aussi la santé, tous les grands défis d'aujourd'hui, avec quoi est-ce qu'on les résoudra ? Avec des sciences et des sciences de base et des maths et des stats. Donc, nos étudiants sont particulièrement bien situés, bien placés pour s'adapter aux défis contemporains, y compris économiques. Oui, bien sûr. Alors, il y avait déjà beaucoup de questions juste avant que vous arriviez avec des auditeurs, je ne sais pas si vous les avez entendus, qui eux sont beaucoup plus sur la crainte. C'est vrai que quand il y a l'évolution en fait de la science, du progrès, il y a toujours des craintes, des dérives, l'exploitation, le nucléaire à la base, c'était pas forcément une arme, c'est devenu en fait une arme et c'est la même chose. Il y a aussi des dérives possibles avec l'intelligence artificielle. Il y a si vous voulez, il y a deux phénomènes. D'une part, vous avez une disruption qui part des sciences, des maths et des stats et de l'informatique et qui a des impacts économiques, sociétaux, sur la démocratie, sur le travail, sur la vie des gens qui sont incroyables. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça va extrêmement vite. Et que, y compris du point de vue géopolitique, on voit que des grands équilibres sont en train de se trouver. Donc, que dans une opportunité pareille, il y a des questions qui se posent, des questions de régulation, de protection du citoyen, des questions d'innovation, etc. Bien entendu, dans toute innovation, l'humanité depuis qu'elle a quitté le statut de chasseur-cueilleur. C'est vrai, mais on a peut-être tendance, Thierry Coulon, alors on va pas faire de politique, mais on dit que en France et en Europe, depuis une quinzaine d'années, on a tendance à vouloir avant tout réguler plutôt que créer, quoi. Alors que les Américains ne nous attendent pas pour ça, ou les Chinois et les Indiens, qui sont les principaux concurrents, quoi. Alors, on innove aussi. Oui. On innove même beaucoup. C'est pas tout à fait un hasard, effectivement, si on a organisé ces journées scientifiques et si on a eu toutes les stars mondiales et puis un certain nombre de stars françaises qui étaient là. Donc, l'école mathématique française, il n'y a pas besoin d'en faire la publicité. Donc, on innove aussi. L'Europe est un terrain de jeu fantastique. Simplement, il faut trouver le bon équilibre entre régulation et protection du citoyen d'une part, innovation d'autre part. Moi, je suis pas pessimiste sur le fait qu'on va le trouver, que ce sommet devrait aider à le trouver. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on est bien positionné justement pour l'intelligence artificielle en France. Et depuis combien de temps on travaille sur ce secteur à Polytechnique et toutes les écoles qui sont sur ce plateau de Saclay
Est-ce qu'on est bien Et puis positionné? d'autres écoles, peut-être en Absolument, région, quoi, aussi, absolument, qui sont en lien avec vous, quoi. Ouais. D'abord, si vous voulez, il y a un écosystème un peu plus large. Il y a nous, l'Institut Polytechnique de Paris, il y a nos voisins de l'Université Paris-Saclay, un certain nombre d'universités dans Paris-Centre, PSL, Sorbonne Université et d'autres, et puis en province, un certain nombre d'universités. Il se trouve que c'est le deuxième point qui m'a frappé lors de ces journées scientifiques, c'est que non seulement on a attiré toutes les stars mondiales, mais que tout le monde était aligné. Le CNRS, INRIA, les autres IA clusters. Il y a un écosystème français qui est mobilisé. Alors, depuis combien de temps? Si vous voulez, je vous le disais, nous, c'est notre boulot que de coller aux évolutions scientifiques et aussi d'avoir traditionnellement beaucoup de nos anciens élèves qui se trouvent dans les grandes entreprises. Ça, c'était classique. Qui fondent leur start-up, c'est plus nouveau. Dans les grandes entreprises, y compris d'ailleurs à l'international. Évidemment. En Californie ou ailleurs, mais je pense en fait à la Californie, parce que évidemment c'est là que ça un se peu le passe. cœur. Ouais, c'est là où ça s'est passé. Il y en a beaucoup qui viennent de chez vous et qui sont partis là-bas. Le fondateur de Critéo aussi, qui a été il y a une dizaine d'années. École des mines, je connais bien. École des mines, voilà, c'est ça. Et il est allé en fait là-bas. Oui, mais alors les choses sont un peu plus compliquées. Tout à l'heure, j'étais avec Thomas Clausel, qui a fondé Hawkin, et Hawkin est une boîte à capitaux américains, mais avec beaucoup de Français à l'intérieur, et qui est très présente en France, qui travaille avec les hôpitaux français. Il me disait tout à l'heure qu'il a 5 polytechniciens dans son board. Ouais. Donc, oui, on fournit d'excellentes cervelles, ce qui bien positionné, ce qui répond à votre première question. Est-ce qu'on est en train de se les faire piquer? Peut-être. En tout cas, ils reviennent. Ça, c'est le point essentiel, c'est qu'il y en ait qui reviennent, qu'il y en ait qui trouvent qu'ici il y a un terrain d'investissement favorable, et d'autre part, on en attire. C'est l'histoire des 41% d'internationaux. C'est que avec nos masters et doctorats, on attire beaucoup de alors de gens. C'est vrai. Bon, alors ça c'est aussi une autre question politique. Je ne vais pas vous embêter avec ça, Thierry Coulon, sur est-ce que en France on peut créer plus facilement, entreprendre, parce qu'on sait qu'il y a des contraintes, quoi. Ça s'arrange. Ça s'arrange, vous croyez vraiment? Il me semble, une fois de plus, là, on sent on voudrait bien, mais vibrer. Et puis, on voudrait bien, mais vous avez vu les grands patrons, ils disent oui, ici on est en permanence taxé, etc. Donc on est obligé de pas, enfin certains sont obligés de s'exiler, quoi, bien sûr. Oui, écoutez, je me souviens je me souviens d'une grande réunion qu'il y avait eu à l'Élysée avec les acteurs de l'intelligence artificielle il y a un an, me semble-t-il. Et il y avait Eric Schmidt qui était là. Et quelqu'un lui a posé la question, Monsieur Schmidt, est-ce que vous pensez... on rappelle, ancien Google, voilà. etc. Oui. Bon, et ancien beaucoup de choses. Oui. Et très impliqué dans les questions d'intelligence artificielle. Il disait, vous savez, les États-Unis vont y arriver, la Chine y va arriver, peut-être le Royaume-Uni, la France, peut-être. Et quelqu'un lui disait, mais vous pensez vraiment le peut-être, vous dites ça par politesse? Il a dit, vous savez, moi j'ai de l'argent dans les entreprises françaises, donc j'y crois. Bon, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de signes qui montrent qu'on est dans la course et qu'on peut y arriver. Oui, alors bien souvent on dit la France seule ne peut pas y arriver, c'est aussi avec l'Europe. Oui. Comment ça fonctionne? Parce que évidemment il y a Polytechnique qui est là, qui est en France, et toutes les grandes écoles. Est-ce qu'il y a des liens pour évidemment fonctionner, j'allais dire en étoile avec l'Europe, quoi, bien sûr, notre continent. À notre modeste niveau, on est dans une alliance européenne qui s'appelle Eurotech. On est avec qui? C'est l'Europe au sens large. On est avec le Technion, on est avec l'EPFL, l'excellente université de technologie suisse, l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. On est avec la Technische Université de München, qui est une machine formidable, avec les Danois de DTU et avec Eindhoven. Donc oui, on a une alliance à 6 où on réfléchit à ces sujets d'intelligence artificielle, mais aussi au climat et aux toutes les grandes questions qui se posent. Et c'est l'échelle naturelle, bien sûr. Allez, on va continuer d'en parler avec vous, Thierry Coulon, président de l'Institut Polytechnique de Paris. Si vous voulez poser d'ailleurs des questions en direct dans La Vérité en face sur Sud Radio, vous n'hésitez pas, 0826 300 300, vous connaissez le numéro de téléphone. Dans un instant, on va voir justement la maîtrise de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut la maîtriser? Parce que tout à l'heure, William et Diane nous parlaient en fait des risques, on va en parler. Et puis avec qui va-t-on travailler en fait demain? Vous avez parlé des Chinois, des Indiens qui sont à l'honneur là aujourd'hui. Et puis il y a toujours les Américains. Il y a un certain quand même Elon Musk qui secoue le cocotier, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais il l'a secoué déjà depuis quelques années. On voit ça ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face. Patrick Roger. La Vérité en face sur Sud Radio. Patrick Roger déchire le micro. Matin après matin.
Voilà, alors c'est vrai, quand on entend cela, cette création par l'intelligence artificielle, Thierry Coulon, vous êtes le président de l'Institut Polytechnique de Paris, certains se disent, bah oui, ça va remplacer énormément de métiers, de secteurs. Comment vous l'appréhendez, vous, en fait, cela? Je pense pas que ça nous remplace, ça va nous aider terriblement. Si vous voulez, j'ai demandé à ChatGPT, et demain je demanderai au chat. Ouais. À ChatGPT, Le chat, ça c'est développé par les Français de Mistral. Absolument, voilà, c'est ça. ChatGPT, je lui demandais d'écrire mon discours de vœux. Ce qu'on a fait avec mon directeur de cabinet, franchement, était nettement mieux. Ouais. J'ai demandé au chat de... Oui, sauf que vous avez dû mettre 1 heure ou 2 heures et que ChatGPT vous l'a fait en 1 minute, quoi. Non, mais mon DIRCAB utilise régulièrement ces outils-là et ensuite il peaufine. Ouais. De la même manière, j'ai demandé au chat de résumer les journées scientifiques qui ont lieu à l'Institut Polytechnique de Paris, et c'est vraiment pas mal. C'est extraordinairement superficiel par rapport à ce qu'a fait le comité scientifique en 2 jours. Donc, ça va nous aider. Si vous voulez, le combo gagnant, c'est la combinaison de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle. En matière de diagnostic, c'est clair. La systématicité, le fait de créer des masses de données, le cerveau humain n'est pas fait pour cela, mais le cerveau humain, il est fait pour interpréter les choses de manière fine. ChatGPT comme chat et d'autres technologies de l'intelligence artificielle vont nous simplifier pour analyser les choses un petit peu. En fait, hein, c'est ça. Oui, parce que le monde est extraordinairement compliqué, il est encore plus compliqué qu'on le pensait. Le monde physique, le monde biologique, le monde social, ils sont extraordinairement compliqués et on a besoin d'assistants et d'aide. Et là, il y a un nombre d'outils fabuleux. Lorsque j'écoute une présentation scientifique par mes chercheurs à l'Institut Polytechnique de Paris, je n'entends pas une présentation en biologie, en chimie ou en physique sans que l'intelligence artificielle soit utilisée. Ce qui signifie pas du tout que ça remplace les chercheurs. Au contraire. Alors, on donne une puissance extraordinaire. William, que l'on avait en ligne au 0826 300 300, il disait par exemple, les gamins, certes, ils vont développer l'oral, mais à l'écrit, ils risquent de céder beaucoup de l'intelligence artificielle et peut-être qu'ils seront moins bons demain à l'écrit. Comment faire face à ça? C'est un véritable défi. Il va falloir réfléchir, il va falloir tenir compte, si vous voulez, des transformations. Enfin, l'imprimerie a changé beaucoup de choses. Bien sûr. Bon, et là, on est face à une disruption de cette ampleur-là qui va affecter effectivement nos capacités cognitives, mais qui va affecter la manière dont on fait de l'éducation. C'est pas pour ça que je suis le plus inquiet. Je veux dire qu'il faille pas faire passer des examens peut-être par une IA, mais on corrigera beaucoup plus vite les copies et il y aura de l'oral ensuite. Enfin, on peut imaginer en matière d'éducation comment l'IA peut être un auxiliaire incroyable, parce que l'IA aussi individualise la réponse en tenant compte d'un grand nombre de données. Et face à cette inquiétude, on peut dire que, alors, ce qui existe déjà dans le monde universitaire, pas encore dans les collèges et lycées, c'est qu'il peut y avoir des détecteurs, des logiciels qui détectent que des copies ont été réalisées, les fameux devoirs à la maison. Oui, mais c'est une fois de plus, c'est pas l'essentiel. Il va falloir changer les modalités. L'oral va retrouver ses lettres de noblesse, l'interaction humaine va retrouver ses lettres de noblesse, parce qu'un certain nombre de tâches seront précisément tâches répétitives seront absorbées par l'IA. Alors racontez-nous justement quand on travaille à Polytechnique et qu'on sort de Polytechnique ou des autres écoles là, qu'est-ce que l'on va faire? On va se servir de l'intelligence artificielle pour approfondir en fait la recherche et dans le secteur de la santé, dans tous les domaines, quoi. Alors, je vais vous dire comment ça s'est passé pour nous. D'abord, ces 6 écoles d'ingénieurs pour se développer en un objet inséré dans le 21e siècle vraiment international, on a développer des centres interdisciplinaires. Ces centres interdisciplinaires, ils sont justement pas par discipline, la physique, les maths, la biologie, etc., mais ils repèrent des grands défis de société. Bon, il y en a un sur le dernier, c'est sur les mers et l'océan. Il y en a un sur la défense et la sécurité. On a 2 écoles militaires, sur l'ingénierie pour la santé, sur l'énergie pour le climat. Et puis il y en a un qui a été fondé en 2020 sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Hyparis. Il a été construit avec HEC. HEC est l'Institut Polytechnique de Paris. Et on va évidemment faire de la recherche, c'est-à-dire attirer les meilleurs du monde sur des chaires spécifiques. On va faire de l'innovation et on va regarder évidemment en particulier avec HEC quelles applications à la société. Et on va aussi faire de la formation. De la formation, ça veut dire qu'on s'est engagé à avoir plus 1200 spécialistes formés au niveau master, doctorat, ingénieur. Et puis 3600 certifiés, c'est-à-dire des gens qui seront dans une autre spécialité, mais qui auront, qu'ils soient physiciens ou économistes, qui auront une solide
solide formation en intelligence artificielle. Donc voilà comment on va travailler. Oui, Thierry Coulon, tout à l'heure, vous avez dit 41% de vos élèves sont internationaux, viennent de l'étranger. Est-ce que parce qu'il y a eu ce risque, hein, il faut tout peser. Il y a eu ce risque il y a quelques années du pillage de la technologie par les Chinois et à degré moins des Indiens. Comment faites-vous par rapport à ça? C'est un pillage entre guillemets de l'intelligence artificielle, de l'éducation, de la recherche. Comment travaillez-vous sur ce secteur? D'abord, je sais pas si on peut le faire. Si, bien sûr. Enfin, ce qui est passionnant dans la période actuelle, c'est que vous aviez traditionnellement un monde qui était le monde du savoir où tout circulait de manière libre. Vous aviez un monde du privé, où vous aviez des choses qui étaient propriétaires, et puis vous avez un monde géopolitique où on fait attention à ce qu'on possède et ce qu'on possède pas. Ces mondes sont en train de s'interpénétrer. D'une manière extrêmement forte. Alors effectivement, le savoir, ça a de la valeur, et il faut faire attention. Bon, il vous échappe pas que dans l'environnement Polytechnique, ENSTA, ENSAE, etc., qui sont très liés à la souveraineté, télécom aussi, eh bien on fait un peu attention, et on a les moyens de faire attention. Vous avez le CEA qui est juste à côté, à Saclay, donc sur le nucléaire. Il y avait une grande naïveté dans le monde universitaire français aussi, parce que voilà, une espèce de naïveté. C'est vrai, on dit qu'on a formé finalement des personnes qui sont allées développer à l'international autre chose sans rester en fait sur le territoire. Il y a cette notion de souveraineté, mais comment vous pouvez l'enseigner justement aussi à vos élèves? Leur dire bon, voilà, on vous a donné ce bon enseignement. Il faut qu'ils soient conscients à la fois qu'on est dans un monde où on circule. À la fois que la France et l'Europe ont une position spécifique, en cherchant un équilibre entre la régulation et l'innovation, qui est protéger le citoyen d'une part, mais être capable d'innover d'autre part, et que d'une certaine manière, ils doivent rendre au pays qui leur a donné quelque chose. Donc ça se raconte. Il ne faudrait pas faire comme en médecine, c'est-à-dire, voilà, vous allez rester un certain nombre d'années sur le territoire. C'est pas l'obligation qui marche. Regardez. Je vous pose la question, Thierry. Les journées scientifiques qu'on a organisées à l'Institut Polytechnique de Paris ont commencé par un exposé fabuleux de Michael Jordan. Michael Jordan, c'est pas le basketteur, c'est un prof à Berkeley, qui est un des grands de l'intelligence artificielle, qui a une vision qui est ni apocalyptique, ni avenir radieux, mais très concrète. Michael Jordan, prof à Berkeley, il a une chaire INRIA. Il est français actuellement, enfin il est en France et il travaille avec nous. Donc on peut attirer des grosses pointures. Qu'est-ce qui les attire? Parce que bien souvent, il y a les sirènes de l'argent. On sait que aux États-Unis, on propose parfois 2-3 fois plus qu'en France, quoi. Donc un jeune, j'imagine, il se dit je vais aller gagner beaucoup d'argent en fait là-bas. Et en plus, j'aurai des moyens pour développer la recherche, quoi. Eh bien. Au bout d'un moment, ils ont envie de revenir, en particulier parce que nos élèves, c'est un trésor absolu. Je suis pas sûr qu'il y ait une concentration pareille dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Donc ça donne envie de faire cours à des cervelles bien oxygénées. Et puis il y a un environnement de recherche, un environnement culturel aussi, l'attractivité de Paris. En tout cas, on la constate. On la constate avec ce sommet, on l'a constaté avec les journées scientifiques la semaine dernière, et on la constate tous les jours. Évidemment, c'est difficile. Évidemment, il faut lutter pour ramener quelqu'un de Princeton ou d'ailleurs. Mais ça nous arrive. Et alors, parce qu'on parle beaucoup de Paris, de la région parisienne avec ce centre, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous travaillez aussi avec les grands centres universitaires en région, à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille, en Bretagne, un peu partout. Alors, il se trouve qu'à titre personnel, si vous voulez, j'étais un peu associé à une opération il y a quelques années qui s'appelait les Initiatives d'Excellence et qui a contribué à ce que à Bordeaux, à Marseille, à Strasbourg, à Grenoble, il y ait de grandes universités, plus ex-Marseille 1, 2, 3, 4, mais de grandes universités qui peuvent jouer au niveau européen et mondial. Le paysage parisien s'est simplifié avec l'université Paris-Saclay, nous, Institut Polytechnique de Paris, PSL, Sorbonne Université, etc. Donc vous avez un réseau. S'agissant d'intelligence artificielle, il y a 9 IA clusters qui ont été financés par le gouvernement. Dans le sens positif. Dans le sens absolument positif. Et lorsque, pendant ces 2 journées scientifiques, eh bien, on a vu les collègues de l'université de Lorraine, de Nice et d'ailleurs venir exposer leurs travaux, et voilà, on a un écosystème qui est très vivant. Dans quel secteur vous espérez le plus?
d'applications très concrètes de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est la santé, le climat, une nouvelle énergie de cette manière? L'intelligence artificielle, c'est à la fois une verticale, et puis c'est comme l'informatique, quelque chose qui va sans doute avoir une influence sur l'ensemble des activités humaines. Alors en matière scientifique, bon, il est clair qu'on pense beaucoup à la santé parce que le diagnostic va être modifié. Enfin, dans tous les domaines où on a besoin de traiter des données massives, et aussi le domaine de la culture. Enfin, si vous voulez imaginer que tous les corpus littéraires, musicaux, etc. soient facilement accessibles, et Dieu sait qu'il y a des gens qui y travaillent en France et en Europe, eh bien ça va être absolument fabuleux de ce point de vue-là. Oui. Ce que l'on dit bien souvent, c'est que l'intelligence artificielle, elle vient remplacer peut-être ou compléter le niveau tertiaire aussi des emplois en fait de cadres qui avant n'étaient pas menacés, qui vont l'être, et ça va peut-être redorer le blason de métiers qui étaient beaucoup plus manuels et techniques. Alors il y a un monde, parce que absolument. Non, mais il y a un monde du matériel, il y a un monde de l'humain, du contact humain, etc., etc. Oui, bien sûr. Paradoxalement, ça peut avoir cet effet de rééquilibrage. Thierry Coulhon, souvent, on dit on avait le meilleur système éducatif au monde, il s'est dégradé, on voit cela dans les classements en PISA. Donc là, quand on vous entend très positif, enthousiaste, on se dit bah oui, mais je croyais que notre niveau en mathématiques, par exemple, s'était dégradé. Alors, pour certains, mais pas pour tout le monde, c'est ça en fait. Bon, alors d'abord, il y a un secteur dans lequel on est les champions du monde absolus et incontestés. Il faut peut-être que ça cesse, c'est l'autoflagellation. Bon, ça c'est le premier point. Bon, alors s'agissant des maths, il se trouve que avant de présider l'Institut Polytechnique de Paris, je présidais l'Agence d'évaluation de l'enseignement supérieur, et que on a pendant 2 ans un groupe de matheux de très haut niveau à évaluer le niveau de la recherche mathématique en France. On part de très haut, mais il faut faire attention. Voilà. Rien n'est acquis. Et donc il faut continuer l'effort. En matière d'intelligence artificielle, il y a un effort soutenu du gouvernement depuis plusieurs années. Il faut continuer, et nous, en tout cas, on est prêts. Merci Thierry Coulhon, président de l'Institut Polytechnique de Paris. On va suivre ça évidemment parce que c'est l'avenir, enfin l'avenir et même le présent. Vous l'avez dit, on a raté en partie les évolutions technologiques en fait autour d'Internet parce qu'on s'est fait damner le pion par les Américains, notamment les Asiatiques par la suite. Et voilà, des bonnes idées trop tôt. Là, on est dedans, donc il faut y aller, il faut avancer et ne pas avoir non plus trop peur, même si bah oui, l'intelligence artificielle, voilà ce qu'elle donne. En face, sur Sud Radio, Patrick Roger déchire le micro. Matin après matin. Je sais pas si ça va plaire à l'invitée suivante de Christine Bouillot et Gilles Gansman, puisque c'est la chanteuse Liane Folly. Les débats continuent évidemment aussi sur Sud Radio. On se retrouve demain.